Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Dans l'épisode précédent, on avait commencé à parler d'agisme dans le cadre de ma discussion avec les petits frères des pauvres. Et comme je l'annonçais, j'avais envie de continuer à approfondir et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels s'imposent. Déjà, en toute transparence, je voulais situer d'où je parle. Pas du point de vue d'une spécialiste du sujet, loin de là, mais de quelqu'un qui commence à s'y intéresser. Puisqu'on parle d'âge, une femme de 37 ans donc au moment où j'enregistre, pas particulièrement affolée par les années qui passent puisque j'ai dû refaire le calcul de mon âge, j'avais un doute sur mon nombre de bougies, c'est dire si je pars de loin. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à l'agisme, parce que justement, je me suis rendu compte que j'avais un angle mort, je remarque aussi les points où je tombe toujours dans l'agisme, ce qui donne des conversations où des anges passent pendant que j'essaye de rattraper une expression agiste en cours de route. Bref, déconstruction en cours, comme on dit. Mais il y a de fortes chances que ce soit le cas de beaucoup d'entre vous, donc on peut quand même en parler et dégrossir le sujet. Et je rappelle que sur le blog, il y a un gros article avec plein de ressources si vous avez envie d'approfondir après. Je voulais aussi rappeler que la démarche de cette série d'épisodes qui s'annonce, c'est de montrer la séparation, donc ici jeune-vieux, et ses conséquences, pour montrer l'importance d'effectuer un rapprochement entre les générations, casser cette dynamique divisée pour mieux régner qu'on nous impose. Il ne s'agit pas ici d'aller compter les points, quelle génération fait mieux que l'autre, quelle génération est pire, etc. Justement, ce genre de mentalité, c'est ça le problème. Je pense, comme toujours, que la lutte contre l'agisme passe aussi par le vocabulaire, et qu'il faut renormaliser certains termes qui sont euphémisés, comme le mot « vieux ». Parce qu'à la base, le mot n'est pas péjoratif, mais descriptif. C'est l'agisme qui rend le mot « vieux » péjoratif. Donc ici, quand j'utiliserai le mot « vieux » ou « vieille », même si on verra que le concept est très relatif, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est descriptif. Dans cet épisode, je ne vais pas trop parler de l'intersection agisme-sexisme. Ce n'est pas un oubli de ma part, ce sera l'objet de l'épisode suivant. Pareil pour les discriminations à l'encontre des jeunes, c'est aussi de l'agisme, ça viendra dans un prochain épisode. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode 49 où on a déjà un peu abordé le sujet, je t'encourage à le faire aussi. Et dernier rappel, si tu penses que les vieux, tu t'en fous un peu, ça vaut peut-être le coup de rappeler qu'à moins de mourir avant, l'agisme finira par s'intéresser à toi aussi. Alors on va commencer par définir quelques termes importants. Quel est le point commun entre une vieille qui se fait secouer parce qu'elle met trop de temps à la caisse du supermarché à 17h30, un vieux qui se lamente sur ces jeunes qui ne lisent plus et qui sont cons comme des balais, ou la SNCF qui promet des voitures sans enfants? Dans les trois cas, c'est de l'agisme. Si je pars de la définition de l'ONU, l'agisme regroupe les stéréotypes, les préjugés et la discrimination dont une personne est victime en fonction de son âge. Dans cette définition, on a trois mots importants, trois notions qui sont liées et interdépendantes et qu'on va rappeler au passage. Donc un stéréotype, c'est un ensemble d'informations et de croyances qu'on a mémorisées et associées à une catégorie sociale. Ça peut être les jeunes, les vieux, mais aussi les femmes, les noirs, les Marseillais, les bûcherons, j'en sais rien, n'importe quelle catégorie. Ces stéréotypes sont construits collectivement au sein d'une culture ou d'une société donnée, donc ils ne sont pas universels mais relatifs. Ce sont des informations partagées qu'on apprend dès le plus jeune âge et qui n'évoluent pas facilement. Ces stéréotypes peuvent nourrir et provoquer des préjugés. Et les préjugés, ils peuvent être positifs ou négatifs, ils sont basés sur l'émotion et l'affect. Et les préjugés et les stéréotypes vont ensuite fonder des discriminations, un comportement généralement négatif à l'encontre d'une personne ou d'un groupe. L'agisme désigne donc une discrimination sur la base de l'âge, quel que soit cet âge. Et dans tous les cas, c'est un problème. Si aujourd'hui on va se concentrer sur l'agisme anti-vieux parce que c'est le plus répandu, il est important de comprendre que plus les clichés, les stéréotypes, les préjugés anti-vieux sont forts,
plus ceux contre les jeunes le sont aussi. Ça s'alimente. C'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt de séparer, personne n'y gagne. L'autre concept à connaître, c'est celui du jeunisme, c'est-à-dire le culte des valeurs associées à la jeunesse. Beauté, force, vitesse, performance, etc. C'est un concept qu'on détaillera dans l'épisode 52, parce que mon point de vue sur la question, c'est que le jeunisme nuit aussi gravement aux jeunes, parce que aimer l'idée de la jeunesse ne veut pas dire aimer les jeunes, donc on y reviendra. Ce jeunisme, il se caractérise par un rejet, un déni, une mise à distance de la mort et donc aussi de la vieillesse qu'on associe à la mort. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va entrer dans le détail sur l'agisme. L'agisme, ça veut dire attendre un comportement précis d'une personne en fonction de son âge et mettre tout le monde dans le même sac à partir de ce critère. Tu devrais pas t'habiller comme ça à ton âge, tu devrais pas écouter telle musique, à ton âge tu devrais faire des enfants, ou t'es trop vieille pour en faire, ou on présume que les vieux n'ont pas de sexualité, que les femmes âgées sont des cordons bleus, des mamies, ou que sais-je. L'agisme est donc fondé sur des stéréotypes qui associent un âge de la vie à un certain fonctionnement psychique. L'agisme va réduire une personne à son âge, quel que soit cet âge, et uniformiser dans un grand tout des individus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors que l'appartenance à une même classe d'âge ne dit rien des capacités, des goûts ou encore des comportements des individus. Parce que comme toujours, il faut aussi penser à d'autres critères. Le genre, l'ethnicité, la classe sociale, le handicap, le niveau d'éducation, le revenu, l'emploi, l'état de santé, la situation familiale, sans parler des préférences, des aptitudes personnelles. On l'avait déjà évoqué la dernière fois, mais je le rappelle vite fait, on a 4 grandes formes d'agisme. L'agisme bienveillant, on dit aussi condescendant, qui consiste à materner, protéger, parler plus fort, infantiliser. Des fois on pense bien faire, mais on ne traite pas la personne comme un individu, un adulte, à part entière. Un exemple d'agisme bienveillant, souvent aussi sexiste d'ailleurs. « Oh, tu fais pas ton âge, c'est bien !» On a aussi l'agisme hostile ou décomplexé, toutes les paroles et comportements malveillants. On a des attentes agistes, donc la façon dont on pense qu'une personne devrait se comporter, à ton âge, tu ne devrais pas porter tel vêtement, par exemple. Et enfin, on a l'agisme autodirigé, intériorisé. Je suis trop vieille pour tatata. On a tellement intégré les croyances et les stéréotypes qu'on va se limiter soi-même sans aller vérifier si c'est vraiment vrai. L'agisme ne s'arrête pas à la discrimination des personnes âgées. Il entraîne aussi forcément un conflit générationnel. Ce qu'on observe, c'est que les personnes âgées deviennent le bouc émissaire de tous les problèmes, sans chercher plus loin, la sécurité sociale, la retraite, etc. Alors qu'elles sont au moins autant victimes du système que les autres. On met les jeunes contre les vieux, ça permet d'oublier à qui tout ça bénéficie vraiment. L'agisme se cache aussi dans le vocabulaire, qui n'est pas neutre non plus. On va parler de coût, de dépenses, le coût de la dépendance, par exemple. Qu'on préférera résoudre par l'euthanasie, sans proposer d'alternative. On pense que le maintien en vie des malades chroniques, dont certaines sont des personnes âgées aussi, serait un gâchis, un obstacle au progrès technique, bien sûr, toujours, qui est censé être notre priorité absolue, à en croire certains. La priorité n'est donc plus l'humanité, mais la baisse des dépenses. S'occuper de nos vieux ou aller sur Mars, il faut choisir, et certains ont choisi. On reviendra sur tout ça dans la 3e partie. Parmi les conséquences très concrètes et interdépendantes de l'agisme, on peut citer l'isolement, qui peut aller jusqu'à la mort sociale, la précarité financière, les problèmes de santé mentale, qui vont être aggravés par les réflexions agistes, l'isolement, les deuils, la précarité, etc. On peut aussi citer les problèmes d'autonomie. C'est important d'en parler, parce qu'on a une banalisation de l'agisme, et quand on ne dénonce pas un stéréotype, on finit par avoir l'impression qu'il est naturel. L'agisme empêche l'empathie, comme toutes les discriminations d'ailleurs, c'est un regard qui enferme dans des cases. Maintenant qu'on a dit tout ça, je voulais te poser une question. C'est quoi être vieux ? Si je te dis vieux, il y a de fortes chances que ton cerveau te montre une image d'un homme ridé penché sur sa canne par exemple. Un raccourci logique. Mais il faut bien comprendre que le concept de vieux est en fait très relatif. Quelques exemples pour comprendre. On va commencer par le grand classique, celui qu'on donne tout le temps.
Une femme, mannequin, sera vieille à 40 ans. Mais si suite à une reconversion professionnelle réussie, elle se fait élire au Sénat, là d'un coup, la même femme sera considérée comme très jeune, vu que la moyenne d'âge du Sénat est de plus de 60 ans. Un deuxième exemple pour lequel je vais te demander de faire un effort de visualisation. Imagine-toi la scène. Je fais de la kiné, et je tombe souvent en même temps que 2 sympathiques femmes âgées. Ok, tu les vois, c'est bon ? Et si maintenant je te dis que c'est une mère et sa fille ? Ouais, il y a de grandes chances que ton cerveau ait un peu patiné pour corriger la représentation. Tout ça pour dire que une femme de 60 ans et de 90 ans seront toutes les deux considérées comme des femmes âgées, alors que ça n'a pas grand-chose à voir. Autre exemple, dans le cadre du bénévolat, je côtoie beaucoup de personnes qui ont dans les 60-70 ans. Et je vous assure qu'elles ne se considèrent pas comme des vieilles. Par contre, moi, elles me considèrent comme une jeune, alors que moi-même, je me considère plus vraiment comme jeune. On pourrait continuer longtemps, mais t'as l'idée. En gros, les vieux, c'est les autres, ceux qui sont plus vieux que soi ou qui font plus vieux. On a des gens de 100 ans qui ne se considèrent pas comme vieux. Ce n'est pas un terme objectif. C'est d'ailleurs un biais agiste que de considérer les 60 ans et plus comme une seule catégorie. Imagine si on considérait les 0-40 ans comme une catégorie homogène et hop, tout le monde à la même enseigne. On trouverait ça ridicule parce que les besoins sont très différents selon qu'on a 3 ans ou 30 ans. Mais c'est pareil pour les gens de 60 et de 100 ans. Et puisqu'on parle de cette relativité de la vieillesse, je veux débunker un raccourci que je vois souvent quand je lis sur l'agisme. On va nous expliquer qu'en 1900, l'espérance de vie était de 45 ans, donc on était finalement vieux à 30 ans. À entendre ce genre de phrase, on croirait que tout le monde mourait à 40 ans à l'époque, qu'il n'y avait pas de vieux au sens d'aujourd'hui, donc 80 ans et ridés en gros. Ce qui n'est absolument pas le cas, ça ne marche pas comme ça. Ce qui se passe avec ce genre de raisonnement, c'est qu'on confond l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie à 25 ans ou un autre âge adulte, peu importe. Jusqu'à il y a très peu de temps, avec notamment les progrès en termes d'hygiène et de nutrition, la mortalité infantile était très élevée, donc ça faisait beaucoup baisser la moyenne, d'où le chiffre de 45 ans. Une fois l'enfance passée, le plus dur était fait par contre, et donc on avait une espérance de vie, d'un coup, beaucoup plus longue. C'est pour ça qu'il est plus intéressant de regarder l'espérance de vie, par exemple, à 25 ans, quand la mortalité infantile est élevée. Bref, on n'était pas vieux à 40 ans en 1900, pas plus qu'aujourd'hui. Il y a toujours eu des vieux et des vieilles, comme on les imagine aujourd'hui. Peut-être pas autant, mais il y en avait. Et puisqu'on est sur les représentations trompeuses, je voulais m'arrêter rapidement sur la question des médias et des représentations. Rapidement parce que j'y ai déjà consacré un double épisode, l'épisode 21-22, pour expliquer pourquoi les représentations c'est important. Je m'étais concentrée sur le féminisme, mais c'est finalement les mêmes mécanismes pour l'âge et l'agisme. Nous avons des médias, que ce soit la littérature, le cinéma, la publicité, peu importe, qui nous représentent de façon disproportionnée les jeunes. La vieillesse est tabou, et quand on dit vieillesse, pour les femmes, ça vient très très tôt. C'est particulièrement flagrant pour la publicité qui marque notre déni de vieillesse. La pub nécessiterait un épisode à part entière parce que c'est un média culturel sous-estimé, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un réel impact. La vieillesse est associée à l'angoisse de la fin de vie, donc c'est un non-dit qu'on préfère ne pas montrer, encore plus la grande vieillesse après 80 ans. On associe le bonheur et la joie de vivre à la jeunesse. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais d'après un récent sondage, c'est vers 70 ans qu'on serait le plus heureux dans la vie. Faites-en ce que vous voulez. Mais en général, dans la pub, donc on revient sur la pub, l'acteur ou l'actrice à l'écran a souvent 10 à 15 ans de moins que le public visé. Et ça fausse aussi l'image qu'on a de à quoi on ressemble à tel âge. À force, on ne sait plus à quoi ressemble une femme de 50, 60, 70, 80 ans, etc. Souvent, les marketeurs ne vont pas oser associer des produits à des images de vieux parce qu'ils ont peur de faire fuir un public jeune, typiquement dans l'automobile. Et la publicité va véhiculer une vision péjorative, caricaturale des aînés, sans individualité. De toute façon, de manière générale, la pub fonctionne énormément par archétype. On va souvent représenter un déclin, une difficulté à pallier.
Dans les représentations, les personnes âgées sont soit des jouisseurs qui accumulent de l'argent, soit des fardeaux dépendants qui coûtent cher et emmerdent leurs proches. Les femmes ont aussi le droit d'être des mamies gâteaux, ou cantonnées à un rôle domestique pour changer. Au cinéma, on n'a rarement, voire jamais, des représentations de la sexualité des personnes âgées, encore moins des représentations positives. Si tu veux approfondir tous ces aspects, je te conseille de lire L'âgisme, comprendre et changer de regard sur le vieillissement, un ouvrage collectif québécois. Je voulais aussi parler rapidement d'humour, qui est finalement aussi une forme de représentation. Et en particulier d'humour oppressif, donc ce qu'on appelle humour, mais qui relève plutôt de la moquerie et qui consiste à taper sur plus fragile que soi. Courage. Toutes les blagues sur la canicule, par exemple. C'est aussi une forme d'agisme qui contribue à le normaliser. Et donc pour finir sur une représentation positive, on peut penser à l'émission Groland, qui retourne le stigmate en jouant sur les codes pour rire avec les vieux. Dans la deuxième partie, je voulais faire la distinction entre le vieillissement et l'agisme. On a vu, le concept de vieillesse est relatif. Est-on vieux à 60 ans ? Ça va dépendre à qui on le demande. Par contre, le concept de vieillissement est déjà plus tangible. En revanche, on va souvent parler de vieillissement au singulier, alors qu'en fait, il en existe plein de formes. On a déjà une première distinction à faire entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. Parce que si on confond les deux, on transforme la vieillesse en maladie, comme on peut le faire aussi pour la ménopause d'ailleurs, ce qui pose aussi des problèmes. L'agisme va faire qu'on va avoir tendance à confondre ces deux types de vieillissement sans regarder la spécificité de la personne. Je pense par exemple au personnage de Diane Keaton dans The Book Club. Ces filles, pleines de bonne volonté mais sans aucune écoute, veulent materner, surprotéger leur mère qui est désormais veuve, en faisant comme si sa vie était derrière elle, qu'il fallait l'envelopper de papier bulle, alors qu'elle n'est finalement pas si vieille et qu'elle a encore toute la vie devant elle. Après, l'idée n'est pas non plus de glamouriser le vieillissement et de dire que tout va toujours bien dans le meilleur des mondes. C'est pour ça que je voulais aussi parler un peu de ce qu'on appelle le vieillissement pathologique. Un sujet qui est aussi politique, parce qu'on n'est pas tous égaux et égales face à ça. Concrètement, il y a quelques facteurs de vulnérabilité qui vont affecter le vieillissement, et toujours, il faut garder en tête que ces facteurs peuvent se combiner. Par exemple, la pénibilité professionnelle. Ça va induire une fatigue physique qui réduit la mobilité, avec un risque plus ou moins élevé de maladies chroniques, qui vont être dues à l'exposition aux intempéries, aux variations de température, aux produits toxiques, etc. Autre facteur de vulnérabilité, la baisse des interactions sociales. Notamment la perte des interactions professionnelles à la retraite, mais aussi le veuvage. Tout ça, ça peut entraîner un isolement social et poser aussi des problèmes de santé mentale. Autre facteur, les conditions de vie matérielles, la précarité, notamment les petites retraites qui font qu'il est plus difficile de prendre soin de soi, et notamment d'avoir une bonne alimentation, de financer des activités de loisirs, des sorties, pour rompre l'isolement, ou même changer de lieu de vie pour un lieu plus adapté. Et on va citer un dernier facteur, les maladies chroniques et les pathologies invalidantes, qui peuvent arriver avec l'âge, mais aussi arriver bien avant dans la vie. Et ces maladies vont renforcer l'isolement parce que ça limite les déplacements. Il faut aussi ajouter la peur de tomber qui vient avec l'âge. Faire le deuil de ses capacités physiques passées, c'est complexe. Il y a aussi, là encore, une dimension de santé mentale. Ça peut entraîner dépression, repli sur soi, etc. Et pour remédier ou atténuer ces problématiques, il y a plusieurs leviers à activer. On peut prévenir l'impact du vieillissement, lutter contre l'isolement, la perte d'autonomie, pour ralentir là où c'est possible le vieillissement pathologique, favoriser la qualité de vie. On doit même, assurer l'autonomie, laisser les personnes âgées actrices des choix qui concernent leur vieillissement. On parlait de participation l'autre fois, c'est aussi ça. Il faut aussi ne pas voir que les solutions médicales, éviter la médicalisation systématique du vieillissement, parce que la vieillesse n'est pas une maladie, c'est un état social et certains leviers d'action sont sociaux. Par exemple, pour la lutte contre l'isolement, on peut aller chercher à renouer des relations, soit en se rapprochant de sa famille, en rencontrant de nouvelles personnes, en faisant des activités, etc. Et il faut aussi toujours penser au levier d'accessibilité, c'est-à-dire rendre accessible l'environnement matériel, interpersonnel, l'organisation, la transmission des informations, etc.
pour avoir une approche plus systémique, et pas uniquement les leviers de compensation, c'est-à-dire quand on aide la personne à s'adapter à un environnement pas adapté. Quand on est dans ces cas de figure, l'agisme va aussi aller souvent de pair avec le validisme, c'est-à-dire les discriminations sur la base du handicap, et on cumule même souvent les deux. D'après la DREES, donc la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, en France métropolitaine en 2022, en croisant les deux critères, avoir au moins une restriction ou une limitation importante d'une capacité, notamment mobilité, 46% des personnes de 65 ans ou plus sont handicapées. 61% des personnes de 75 ans ou plus répondent à l'un de ces deux critères. Un concept où vieillesse et agisme se mêlent, c'est quand on voit la vieillesse comme un déclin inéluctable. Vieillir et mourir, c'est inéluctable, autant s'y faire. Mais comment on l'aborde, collectivement je veux dire, ça ne l'est pas. Et donc il faut distinguer les effets du vieillissement proprement dit et les effets de l'agisme qui se rajoutent. Et c'est là qu'on va s'intéresser à la notion de déclin qui est très souvent associée à la vieillesse. Avec ces idées d'agisme et de déni de la vieillesse, on parle du vieillissement au singulier alors qu'on vient de voir que ça peut prendre plein de formes. On a l'impression que ça commence à 65 ans, donc à peu près à la retraite, comme par hasard, quand on n'est plus utile pour l'appareil de production, ça on y reviendra. Mais en fait, c'est pas si simple. C'est souvent par les yeux qu'on remarque d'abord le vieillissement, la presbytie à la cinquantaine typiquement. Et il y a aussi une dégradation et une fragmentation du sommeil, une augmentation de la masse adipeuse, des modifications hormonales, une baisse de la masse musculaire, plein de changements qui commencent bien avant 65 ans. Étant très myope, par exemple, j'ai commencé à avoir la ride du lion avant mes 30 ans. Et même en réalité, le corps vieillit dès que la croissance s'arrête. Il n'y a pas un âge seuil où tout bascule. Parce que pour qu'il y ait déclin, il faut qu'il y ait un seuil, un pic à partir duquel on décline. Et ça, c'est subjectif. Et en plus, ça va occulter les bienfaits du vieillissement, par exemple la maturité, le savoir, etc. Et c'est à partir de 65 ans que les changements qui surviennent, par exemple on pense à la baisse de l'ouïe, sont jugés comme un déclin et suscitent des attitudes négatives. Avant, non. Donc en somme, je récapitule, la vieillesse n'est un déclin que si la norme, c'est l'homme trentenaire, comme d'habitude. Donc oui, la vieillesse, ça change. En même temps, c'est la vie entière qui est changement, rien de nouveau sous le soleil. On ne nie pas le changement, mais c'est la notion de déclin qu'il faut remettre en question. On préfère parler de fragilité, notamment en gérontologie, plutôt que de déclin. Parce que ça donne une description objective, pas dans le jugement. Le changement est normal, le jugement qu'on porte dessus est agiste. Donc on parle de fragilité, une incapacité à compenser le changement d'un organe ou d'une fonction par un autre ou par la modification des habitudes. La fragilité s'accroît quand les formes différentes de changement qu'on a déjà évoquées se combinent. Par exemple, l'augmentation des chutes et la fragilité osseuse. Ça, c'est objectif, c'est pas connoté négativement. Parce que vieillir, si ce n'est pas décliner, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est avant tout mettre en place des stratégies d'adaptation et de compensation. Et c'est vraiment une idée importante, je trouve. Le vieillissement, c'est l'évolution normale du corps humain. Tout comme la plus grande force de l'être humain, c'est de s'adapter. Et c'est ça qu'il faudrait aller chercher. S'adapter, ne pas essayer d'être ou de rester un homme de 30 ans. Pour citer le livre que j'ai déjà cité, L'agisme, comprendre et changer de regard sur le vieillissement, c'est donc encore et toujours la nature et le point de comparaison qui déterminent largement le concept de déclin, fréquemment associé au vieillissement cognitif. Et puisqu'on parle de vieillissement cognitif, il faut aussi parler de neuroplasticité. On a très longtemps affirmé qu'après 20 ans, notre cerveau décline, on n'a plus de neurones et on ne peut plus trop rien mettre dedans. Autre préjugé agiste, les vieux sont moins performants, sont lents, ne peuvent plus apprendre, etc. Et là, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Oui, il y a des changements liés à l'âge. Changement ne voulant pas dire arrêt complet du manège, mais il faut peut-être adapter et modifier certaines choses, au niveau de la personne ou au niveau de l'environnement. Mais il y a aussi des croyances limitantes, de l'agisme intériorisé. À mon âge, je peux pas, je peux plus, etc. On le voit quand on s'intéresse à l'électronisme, donc la difficulté à utiliser l'outil informatique, notamment chez les personnes âgées.
Souvent le « je ne suis pas capable de », si on écoute bien, c'est en fait un « j'ose pas, j'ai peur de mal faire, de pas y arriver du premier coup et du coup je me lance pas ». Je voulais citer cette phrase que j'ai lue dans une formation des petits frères des pauvres. Je cite « Ce qui explique en partie que notre société soit inhospitalière envers les personnes âgées, c'est en partie le fait qu'elle fonctionne de façon très achevante. C'est-à-dire qu'elle considère qu'à partir d'un certain âge, l'humain est achevé, qu'il ne peut plus se développer. Il s'agit d'un héritage historique qui assimile la vieillesse avec le déclin, la décrépitude. Vieillir, ce n'est plus grandir. » Personnellement, ce « vieillir, ce n'est plus grandir » me parle beaucoup. Et c'est là que la notion de neuroplasticité, donc les mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier, même à l'âge adulte, notamment lors de l'apprentissage, est une bien belle découverte. Contrairement à ce qu'on croyait avant, on peut apprendre à tout âge. Bon, ok, c'est peut-être moins simple ou rapide, mais la vitesse est-elle le seul critère ? Moins simple parce que ça suppose parfois de désapprendre des choses inutiles, comme l'idée qu'on n'est pas capable. Si on s'est rabâché pendant 60 ans qu'on n'est pas capable, c'est bien ancré dans le cerveau et il va falloir du temps pour se tailler un nouveau chemin. Mais on peut. L'important est de rester cognitivement active, faire des tâches de planification, d'attention, de sélection, d'inhibition, de coordination, etc. S'entretenir, s'entraîner. C'est possible. Quand on dit que les vieux ne sont pas performants, cognitivement je veux dire, notamment, ce qui se passe en vrai, c'est qu'on observe par exemple à l'IRM que jeunes et vieux vont utiliser des parties différentes du cerveau pour effectuer une même tâche. Ce qui traduit bien ce qu'on disait, vieillir, c'est avant tout mettre en place des stratégies différentes. Il y a donc de nouvelles façons de réaliser une même tâche plutôt qu'un déclin. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'objectivement, on a deux façons de faire différentes. En soi, la discrimination, elle va s'opérer quand on crée une distinction subjective entre les deux en considérant que l'un est meilleur que l'autre est une marque de faiblesse, et que la faiblesse c'est mal, bien évidemment. Et ça m'a rappelé autre chose. C'est comme quand on va présumer que la façon de faire viriliste et individualiste, c'est-à-dire faire tout seul, vite, dans son coin, avec ses petits bras musclés, c'est forcément mieux qu'une autre façon de faire, par exemple faire ensemble, collectivement, en bavardant, en communiquant, en prenant son temps. Ce qui fait qu'on va se moquer par exemple de la solidarité féminine, un sujet qu'on évoquait dans l'épisode 31. Et c'est là qu'il faut guetter la nuance entre vieillissement et agisme. Est-ce que vite c'est toujours mieux ? Et encore cette idée d'arrêter de vouloir rester ou devenir un homme de 30 ans. Dans la troisième partie, on va voir en quoi l'agisme c'est politique. On l'a déjà dit, l'âge ne fait pas tout. Donner l'âge d'une personne, finalement, ne nous donne pas beaucoup d'informations. Il faut aussi tenir compte, on l'a dit, du genre, de l'ethnicité, de la classe sociale, du handicap, du niveau d'éducation, du revenu, de l'emploi présent et passé, de l'état de santé, de la situation familiale, etc. L'âge en soi ne suffit pas à informer sur l'état d'une personne, ne permet pas non plus de prédire son état de santé, ses besoins ou même le nombre d'années qui lui reste à vivre. L'agisme, on l'avait déjà un peu évoqué la dernière fois, il est vraiment beaucoup lié au capitalisme. C'est parce que le capitalisme vénère la performance, la compétitivité, l'autonomie, l'indépendance, la vitesse d'exécution, le dépassement de soi, etc., que la vieillesse est intolérable. Et c'est aussi pour ces mêmes raisons que tout le monde n'est pas égal face au vieillissement. On a donc là encore plusieurs leviers agistes. Les retraités ne travaillent plus pour l'appareil productif, donc en entreprise quoi, donc soi-disant, ils ne servent plus à rien et c'est là qu'ils deviennent un fardeau. Et on a cet autre préjugé comme quoi les vieux, ce qui peut selon les contextes démarrer à 45 ans, si on n'y prend pas garde ça vient vite, ne peuvent plus apprendre, sont moins performants, etc. Donc on les vire des entreprises, de toute façon l'expérience ça coûte trop cher, c'est pas forcément logique, mais c'est pas grave, on fait quand même. Quand on parlait tout à l'heure de neuroplasticité, continuer à travailler son cerveau, notamment pour les stratégies d'adaptation. Ça nécessite aussi de voir son utilité, au-delà de l'utilité productiviste, apprendre pour soi. Et ça va pas de soi non plus. Le capitalisme, on l'a dit, a tendance à mettre les vieux de côté. Mais quand il s'y intéresse, c'est pas beaucoup mieux. La vision libérale qui a le vent en poupe actuellement, et qui est très individualiste, c'est de présenter le vieillissement comme quelque chose à réussir, avec des stratégies de prévention des risques liés à l'âge qu'il faudrait suivre individuellement.
Ça s'invente pas, pile quand j'étais en train de rassembler des lectures pour cette série d'épisodes, j'ai reçu une pub pour un bouquin qui justement veut nous aider à préparer la vieillesse en s'y prenant très jeune. Le timing était intéressant. Ça peut paraître bien en fait si on réfléchit pas trop, mais ça nous laisse toujours une idée de choix individuels qui sont bons ou mauvais et une responsabilité individuelle de réussir son vieillissement. Bah oui, c'est ta faute, t'avais qu'à bouffer plus de maquereaux. Comment ça, la pénibilité professionnelle et compagnie ? Cette idée de vieillissement réussi connote aussi qu'on peut échouer sa vieillesse si on ne correspond pas aux normes attendues, et ça sera notre faute, ce qui déjà ignore toutes les inégalités sociales, parce que c'est bien beau de dire de manger des oméga 3, encore faut-il avoir les moyens de se payer des aliments frais. Et aussi, ça va créer un stress pour certaines personnes, la peur d'échouer sa vieillesse. Et bien sûr, tout ça est un véritable business, parce que bien vieillir, c'est surtout ne pas vieillir, ou le moins vite, le moins visiblement possible. Cette idée de vieillesse réussie, finalement, n'est-ce pas un développement personnel qui s'ignore ? Dans les discours, notamment politiques, mais aussi dans les grands médias, tout est fait pour creuser le fossé générationnel, dans une idée de diviser pour mieux régner, monter les jeunes contre les vieux. On l'a vu, le vieux, la vieille sont un repoussoir, un bouc émissaire, qui évite de se poser les bonnes questions. Parmi les préjugés agistes, on aurait un raz-de-marée de vieux vampires qui vont pomper tous les sous des jeunes. Les vieux accapareraient tout le magot et le pouvoir politique, ce qui occulte toute la précarité. Selon une étude des Petits Frères des Pauvres, en France, 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté. Si on regarde les statistiques de l'INSEE, donc pour la France toujours, au global, les personnes âgées ont moins d'argent que les autres, surtout après 80 ans. On voit donc que le stéréotype ne reflète pas la réalité. Alors pourquoi ça perdure ? Ça perdure parce que la guerre des générations permet de ne pas aborder d'autres terrains de conflit et de ne pas dire que les inégalités augmentent pour tous les âges. Il n'y a pas des générations riches ou pauvres. Il y a des riches et des pauvres dans chaque génération. Le problème, c'est l'oligarchie, quel que soit son âge. Oui, mais bon, le vieillissement démographique, c'est quand même une catastrophe. Ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup, qui est agiste aussi. Le vieillissement de la population n'est pas un problème en soi. C'est un problème pour notre système actuel, nuance. Alors, faut-il dégommer les vieux ou le système ? La réponse à cette question en dit long sur la personne qui répond, plus que sur les personnes âgées en soi. Il est important de ne pas se tromper de cible. Perso, j'avoue, moi la retraite, j'y compte pas trop vu comment c'est parti. Est-ce que je pense que c'est la faute des vieux ? Ou la faute des jeunes là, la Gen Z qui glande rien, qui devrait se mettre à cotiser au lieu de faire les difficiles ? Bah non, j'ai envie de dire continuer à faire les difficiles même. Le problème, il est qu'on prend pas le fric où il est. Point. La seule solution qu'on nous propose au vieillissement de la population actuellement, c'est le réarmement démographique et donc un recul du droit des femmes. On voit bien où ça coince. Encore une bien belle dichotomie de merde. Alors, on sacrifie qui ? Les utérus fonctionnels ou les vieux qui servent plus à rien ? Ah bah, elle est belle la France, tiens. On n'est pas sorti avec des oppositions comme ça. Plus sérieusement, il y a plein d'autres façons d'aborder le problème. Au pif, lutter contre l'agisme, renverser le système néolibéral, capitaliste, techno-féodaliste, tout ça. Lutter contre la fraude fiscale, avoir des politiques d'immigration beaucoup plus positives et moins racistes. Enfin, on peut y aller pour la liste au Père Noël, on pourrait donner d'autres exemples. Comme j'aime bien mettre en valeur les points communs plutôt que les différences, je voulais montrer aussi les points où les mécaniques agistes sont un peu les mêmes que, par exemple, pour le sexisme, même si ça peut potentiellement cibler des personnes différentes. Parce que j'ai eu une impression de déjà-vu quand même, en me renseignant. C'est finalement toujours la même histoire. Comme pour le sexisme, on fait de l'homme jeune la référence à atteindre et tout ce qui s'en éloigne est moins bien ou atypique. Même l'homme moins jeune pour le coup. On en a parlé plus haut, les problèmes de cognition sont ceux qui inquiètent le plus en termes de vieillissement. Et c'est ce qui explique le préjugé selon lequel les personnes âgées sont moins performantes pour les tâches cognitives. Mais c'est parce que les tests sont basés sur les performances de jeunes adultes, en général des hommes, parce qu'on préfère faire les études sur les hommes en général, qui considèrent la vitesse d'exécution comme importante, donc on pénalise le ralentissement. Mais la vitesse ne dit rien de la qualité finale, on pourrait aussi prendre des critères différents. Et pour terminer sur cet épisode,
Dans le prochain épisode, j'ai dit qu'on parlerait de la façon dont l'agisme touche les femmes. Mais il y a aussi une forme spécifique de l'agisme pour les hommes, dont il faut aussi parler, et qui se conjugue cette fois avec les conséquences des injonctions à la virilité. On pourrait se dire que les hommes ont la vieillesse plus belle que les femmes, car toutes les inégalités économiques accumulées tout au long de la vie font que les écarts de revenus ne s'arrangent pas après la retraite, et que les hommes, au global, ont plus d'argent que les femmes, ce que Titiou Lecoq montre très bien dans Le couple et l'argent, si ça t'intéresse. En plus, si ces hommes sont mariés avec une femme, ils ont une employée de maison gratuite à vie, pas de retraite pour le travail domestique, et eux, par contre, ont le droit de la couler douce après une vie de labeur bien méritée. Alors certes, mais c'est pas rose pour autant. Quand on a placé l'intégralité de son identité dans son réseau et sa valeur professionnelle, ce qui est le cas de beaucoup d'hommes, on le perd très brutalement à la retraite, ce qui peut être extrêmement violent à vivre. Surtout si on combine ça au rejet des questions de santé mentale chez les hommes, a fortiori des générations plus âgées, et ce refus de demander de l'aide. Les hommes âgés se suicident beaucoup plus que les femmes du même âge, ce n'est pas anodin. Les hommes âgés ont souvent un moins bon réseau de soutien que les femmes du même âge toujours. Ce qui est aussi une conséquence d'avoir misé toute son identité sur sa performance professionnelle. Quand on a mis tous les œufs dans le même panier, on perd tout d'un coup et on se retrouve isolé. On peut penser aux hommes qui ont consacré toute leur vie à leur entreprise et n'ont pas vu grandir leurs enfants, par exemple. Là où une femme aura souvent une identité plus plurielle, mère, grand-mère, voisine, impliquée dans des assos, que sais-je, qui fait qu'elle ne perd pas tout à la retraite si elle a travaillé aussi en dehors de la maison. Donc psychologiquement, ça se passe différemment. Cette faiblesse du réseau social, c'est aussi une conséquence de l'individualisme qui est très encouragé chez les hommes, censés se faire tout seuls, ne jamais demander de l'aide, etc. Ce qui va bien, et encore ça se discute, quand on est jeune et en forme. Mais il n'y a pas de place pour la vieillesse là-dedans. Avez-vous déjà vu un mascu ridé ? Non, parce que vieillir est considéré comme une faiblesse par ces gens-là. Et la faiblesse, il faut l'anéantir. Qu'arrive-t-il au mascu après 40 ans ? Je me le demande. Et troisième point important, les hommes payent aussi les pots cassés d'une vie entière qui les encourage à la virilité. Toutes les conduites dangereuses, l'alcool, l'alimentation moins saine, parce que vrai homme mange aussi mauvais gras et viande rouge, les légumes, c'est un truc de gonzesse. Tout ça, ça a un coût en termes de santé, mentale et physique. Et c'est aussi pour ça que l'espérance de vie des hommes est moindre. Il y a aussi ce culte de la performance à vouloir montrer qu'on peut toujours boire autant, porter aussi lourd, tout ce genre de choses, pour en remontrer aux petits jeunes. Ce qui peut entraîner des blessures qui, pour le coup, se soignent beaucoup moins bien. Donc non, être un homme, à moins d'être très riche à la rigueur j'imagine, ne protège pas particulièrement du vieillissement. Alors pour conclure, au-delà du vieillissement individuel, des formes que ça peut prendre, des mesures d'adaptation, des stratégies, des soins à mettre en place, etc. Ce qui est finalement important pour lutter contre l'agisme, c'est de permettre à la personne âgée de mettre ou remettre du sens dans sa vie, lui permettre de maintenir ses rôles sociaux ou d'en adopter de nouveaux, ne pas se figer en attendant la mort, quoi. J'aurais aussi pu ajouter une réflexion sur le sens du travail. La retraite n'est vécue comme une privation que si on pense que le travail n'existe que dans l'entreprise. Alors que si on voit la retraite comme un salaire à vie, ce qu'elle est, qui permet de choisir son travail, peu importe que ce soit s'impliquer dans une asso, donner des cours, élever ses petits-enfants, planter des bégonias, on s'en fout, d'un coup, on a une vision beaucoup plus positive de la chose. Dans le prochain épisode, on parlera donc de l'agisme tel qu'il est appliqué aux femmes. Parce que si on a des points communs, on a aussi des grosses différences. Dans un épisode suivant, on parlera ensuite de l'importance de combler le fossé générationnel et pourquoi l'agisme ne sert personne. On reviendra aussi plus tard sur les discriminations contre les jeunes, avec aussi une étude de cas, on va dire, à partir d'un discours que j'entends tout le temps et qui me gonfle. Et je finirai cette série sur une réflexion qui a été pour moi une question existentielle pendant plusieurs années, c'est à quelle heure qu'on se sent adulte exactement. Donc voilà pour le programme des prochaines semaines. Je voulais donner le dernier mot de cet épisode à Laure Adler, qui a écrit La voyageuse de nuit, un très bel essai sur la vieillesse. Je la cite. Les vieux, il faut les laisser ensemble et attendre. Attendre quoi ? La mort.
et non l'espérance d'une vie qui peut comporter bien des plaisirs. Mais pour cela, il faut changer de regard et plaider pour un vivre ensemble complètement différent des modèles qui nous sont soi-disant proposés, mais qui nous sont de facto imposés. Il faut se battre contre l'agisme et en faire une cause essentielle de notre civilisation, car il s'agit bien d'une cause humaine, humaniste, sociétale, politique. Les tutelles politiques lancent de temps en temps des journées nationales ou demandent des rapports, et remettent à plus tard les décisions qui s'imposent. En cette ère d'obsession de la performance, venir en aide à des personnes âgées que la société considère comme, elle met des guillemets, inutiles, se fait ressentir matériellement, salaire de misère, psychiquement et mentalement pour celles, 97% sont des femmes, qui sont appelées aides à domicile ou auxiliaires de vie. Pourquoi des métiers si utiles socialement sont-ils aussi déconsidérés, considérés au mieux comme des aides ménagères ? Elles ont bien du mal à faire respecter leur mission, accompagner, responsabiliser, rendre confiance et autonomie à des personnes qu'elles considèrent avec respect et bienveillance. Elles sont là pour faire, et non pour faire le plus vite possible à la place d'eux. Les EHPAD ne sont pas des, entre guillemets, garderies. Ainsi, en infantilisant les personnes âgées sous prétexte de leur assurer un maximum de sécurité, on leur conteste un accès plein et entier à leur citoyenneté. Je me suis arrêtée, mais la diatribe se poursuit et je te conseille la lecture du livre. Et en attendant, je te dis à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode. Je te renvoie à mon article global avec plein de ressources sur l'agisme que j'alimente au fur et à mesure. Plus particulièrement pour cet épisode, l'agisme, comprendre et changer de regard sur le vieillissement. Et La voyageuse de nuit de Laura Adler pour la diatribe finale. Et sinon, Le couple et l'argent de Titiou Lecoq, le document de l'adresse Le handicap en chiffres et la page de l'INSEE sur le niveau de vie et la pauvreté des personnes âgées. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!